Parce qu'on va passer tout de suite à la définition officielle, mais c'est intéressant de voir ce qu'on en pense quand on n'est pas forcément dans le milieu. Plus d'espoir de guérison. Oui. Mais tu sais, la vie est une maladie mortelle, mais enfin bon. Ouais, d'accord. Plus d'espoir de guérison. Des soins de confort. Des soins de confort. Ça, c'est sûr. Mais bon, ça, c'est un peu biaisé parce que vous êtes dans le sujet. Ça, c'est un délit d'initié. Bon, si on regarde la définition officielle de l'OMS, il y en a plusieurs, mais il y a entre autres celle-là, qui montre que ce qui est visé effectivement, c'est la qualité de vie de malades gravement malades. On parle plutôt de la vie que de la mort. En essayant de traiter au mieux la souffrance, au sein de laquelle la douleur représente un élément important, mais traiter la souffrance qui accompagne la fin de vie, la souffrance du malade ou de la malade, la souffrance de ses proches. Alors, quelques repères historiques, la médecine palliative n'est pas si ancienne, mais on voit quand même qu'à la fin du XIXe siècle, un monsieur qui s'appelle Snow avait pensé à ce cocktail de Brompton, comprenant de la morphine, de l'alcool et un médicament qui avait un effet contre les nausées. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune assistant, on utilisait ce qu'on appelait la liqueur de Brompton, et ce qui gênait surtout les gestionnaires de l'hôpital, c'était que c'est la bouteille de cognac qui diminuait le plus vite par rapport aux besoins réels des patients. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui avait poussé ce monsieur Snow à inventer ce cocktail. Peut-être s'est-il inspiré de la Bible, où dans les proverbes on lit que l'on donne plutôt des boissons enivrantes à qui va périr. Alors je ne sais pas si c'est ça qui avait aidé monsieur Snow, mais toujours est-il qu'il était tout à fait novateur. Et puis ensuite, au milieu du XXe siècle, on commence en Angleterre à prescrire de la morphine à heure fixe. On ne peut pas attendre que les gens n'en puissent plus de douleur, mais essayer d'anticiper la douleur. Et puis en 1867, c'est l'arrivée de Mme Cicely Saunders, qui est un peu la mère des soins palliatifs. Mais finalement, c'est vers le milieu des années 80 qu'on peut penser que la médecine palliative s'est inscrite de plein droit au sein de la médecine en général. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une réflexion qui s'est faite à contre-courant. Le XXe siècle, c'est surtout consacré à la maladie. On a fait d'énormes progrès diagnostiques, on a fait d'énormes progrès thérapeutiques, mais on s'est plus consacré à la maladie qu'aux malades. Alors que finalement, le cœur des soins, et ce qui est le cœur des soins palliatifs, c'est la consécration au malade, ou à la malade, plutôt qu'à sa maladie. Donc les gens qui ont travaillé à implanter la pensée palliative l'ont fait à contre-courant de la pensée dominante dans le monde médical, en tout cas en Occident. Alors voilà un schéma qui est peut-être un petit peu confus, je vais essayer de l'expliciter, qui est assez typique qu'on trouve dans tous les textes qui parlent des soins palliatifs. Là, en abscisse, on a le cours du temps depuis le moment où le diagnostic d'une maladie incurable est posé jusqu'au moment de la mort. Alors, au moment du diagnostic, les efforts les plus importants sont faits pour essayer de la guérir, tenter de contrôler la progression de la maladie. Et puis, ce qu'on sait là, c'est qu'en général, le combat se perd, qu'on n'arrive plus vraiment à traiter la maladie elle-même. En revanche, l'implication devient de plus en plus importante pour la prise en charge des symptômes gênants, de la souffrance du malade et de ses proches, jusqu'à sa mort. Et les soins palliatifs ne s'arrêtent pas à la mort du malade, mais cherchent aussi à accompagner la famille souffrante, la famille qui doit faire son deuil, comme on le dit. Donc voilà, et puis ce que représente aussi le schéma, c'est que dans le fond, le cours de la maladie n'est jamais quelque chose de linéaire. Il y a des moments d'espoir, tout donc on a l'impression qu'on est en train de vaincre la maladie, et puis patatras, on retombe plus bas. Alors initialement, les soins palliatifs étaient consacrés essentiellement aux maladies dites oncologiques, donc au cancer, mais finalement on voit que tous les domaines de la médecine peuvent être concernés, et j'aimerais insister surtout sur les domaines de la pénurie et de l'indigence. On parle ce soir de soins palliatifs en Afrique de l'Ouest, et précisément dans les pays où les possibilités diagnostiques, où les possibilités thérapeutiques sont médiocres ou minimes ou inexistantes, on devrait pouvoir porter un soin tout particulier à ceux qui souffrent, qu'on ne peut pas guérir, mais qu'on aimerait quand même pouvoir soulager. Parce que la souffrance doit être combattue au nom du respect dû à la dignité humaine. Et ça, c'est une parole qui
pour moi, est fondatrice. Elle est de Jacques Ricot, qui est un philosophe français, catholique, et ça me semble être une base importante, en tout cas pour ma propre pratique. La souffrance doit être combattue au nom du respect dû à la dignité humaine. Chaque être humain reste digne, aussi exécrable qu'il puisse devenir par son comportement ou les odeurs qu'il dégage lorsqu'il est malade. Ça reste quelqu'un dont la dignité est intangible. Alors, on trouve les gens qui s'animent autour de ce malade, la famille bien sûr, la société avec les notions culturelles, j'en parlerai tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas transplanter sans rien changer ce qu'on fait ici dans une culture telle que celle de l'Afrique de l'Ouest. Il y a l'institution dans laquelle le malade se trouve, il y a les soignants, puis au centre, on trouve le patient, ou la patiente bien sûr, qu'on considère comme une personne digne et autonome. Et ces concepts sont relativement connus chez nous, ne le sont pas forcément en Afrique de l'Ouest, dans des civilisations où le clan ou la tribu joue un rôle très important et où tant la dignité que l'autonomie sont souvent subordonnés au clan plutôt qu'à l'individu lui-même. Mais il n'empêche qu'on doit admettre et faire comprendre que ces notions de dignité, d'autonomie sont des valeurs universelles qui doivent prévaloir sur les coutumes, les habitudes, les traditions, les cultures. Et d'ailleurs, chez nous, l'implantation des soins palliatifs, qui n'est encore pas parfaite et de loin partout, ne s'est pas faite très facilement parce que ça allait à contresens de certaines habitudes, de certains modes de pensée. Juste un petit détour par rapport à la culture. C'est vrai que quand on vient comme soignant occidental, on court le risque de penser qu'on sait mieux que les autres. Et je trouvais cette phrase dans un article qui était consacré à la diversité culturelle et l'expression de la douleur en rhumatologie, où l'auteur nous appelle à déconstruire nos catégories médicales et accepter qu'elles ne sont pas l'universelle vérité. On n'arrive pas en Afrique chez des gens qui ne savent rien, nous qui savons tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre comme soignant sur place, certaine humilité, pour accepter des modes de faire qui sont différents. Ceci sans renier ces notions dont je viens de parler, d'autonomie et dignité, qui ne sont pas forcément très bien implantées dans le corps soignant, en tout cas de ce que j'ai vu d'Afrique de l'Ouest. Ce sur quoi j'aimerais insister aussi, c'est que la médecine palliative n'est pas une médecine au rabais. Ce n'est pas parce que quelqu'un va mourir qu'on fait n'importe quoi. C'est au contraire une médecine qui est exigeante, qui nous oblige à entendre les vrais besoins, les vraies angoisses du patient, qui ne sont pas forcément celles du soignant. Nous, on a des fois des préoccupations diagnostiques qui finalement pour le malade ne sont pas aussi importantes que ça, alors que lui, il y a d'autres choses qui le préoccupent. Et là, j'ai juste sorti le tableau d'une étude qui a été faite il y a plusieurs années déjà en Ouganda. Et de manière fort intéressante, l'Ouganda, en Afrique australe, le pays d'Amin Dada, c'est un des pays où les soins palliatifs sont d'une part bien implantés et d'autre part un pays d'où rayonne toute une compétence dans le reste de l'Afrique. Mais j'ai rencontré il y a quelques années une doctoresse de Kampala qui était de retour de Belgrade, ayant été invitée par le ministère de la Santé de la Serbie pour les guider dans la mise sur pied d'un service et d'un enseignement des soins palliatifs en Serbie. Alors là, dans cette étude, ils ont demandé aux malades, des gens en fin de vie, là c'était essentiellement des malades du sida, c'est aussi pour ça qu'en Ouganda, les soins palliatifs ont pris rapidement une certaine importance. Et quels sont les problèmes des malades ? Hop, excusez-moi, c'est tout faux. Quels sont les problèmes des malades ? Mais évidemment, la première préoccupation des malades, c'est la douleur. Et je crois que là, je veux dire, c'est pour tout le monde la même chose. Quand on va chez le dentiste, on espère bien qu'il nous fera une bonne piqûre au bon endroit, qui fera pas mal pour qu'on n'ait pas mal après. Mais on voit qu'il y a des tas d'autres préoccupations qui intéressent et qui contribuent à la souffrance de la personne qui se sait malade d'une maladie dont on ne pourra pas guérir. Et en particulier, la notion de dépendance, et en particulier dans des sociétés où le chef de famille est un patriarche respecté, la dépendance pour les soins intimes et autres sont particulièrement difficiles à supporter, de même le fait de ne plus être le soutien matériel de sa famille. Donc
Les questions qu'on doit poser aux malades vont largement au-delà des seules préoccupations que nous, en tant que soignants, on aurait a priori. Et puis, dans cette démarche importante, il faut avoir le courage d'évoquer la mort et d'évoquer ce qu'on appelle l'abstention thérapeutique. Le fait peut-être qu'on n'hydratera plus, qu'on ne donnera plus d'alimentation. C'est des questions absolument cruciales par rapport auxquelles les malades ont tous une idée, surtout leur famille. Et en tant que soignant, on peut se baser d'une part sur des études scientifiques qui ont été faites et qui permettent de faire certaines affirmations, mais il faut rester aussi attentivement à l'écoute des besoins de la famille qui peut ne pas comprendre certaines de nos attitudes. C'est donc quelque chose qui n'est absolument pas simple, c'est quelque chose qui ne peut pas être résolu en 3 minutes. Comme vous l'avez peut-être senti entre les lignes, la médecine palliative est une médecine qui coûte du temps de la part des soignants. Donc c'est une pratique qui est centrée sur la valorisation du temps qui reste. On l'a dit tout à l'heure, la qualité de vie, le confort, le contrôle des symptômes gênants, la douleur, mais ça peut être les nausées, l'essoufflement, les démangeaisons, que sais-je. Et le but n'est pas la prolongation de l'existence à tout prix. Ce n'est pas l'existence biologique qui prime, c'est la vie d'un être humain digne et autonome. Avec ces mots d'ordre qui sont maintenant relativement bien connus, jusqu'à la mort accompagner la vie. On est un vivant jusqu'au moment où on est mort, on n'est pas un mourant, mais un vivant. Un enfant qui est en train de naître, ce n'est pas un naissant. Eh bien, quelqu'un qui s'approche de la mort, ce n'est pas un mourant. Donner de la vie au jour et pas des jours à la vie. Juste une petit pas de travers pour insister sur le fait qu'il n'y a aucune parenté entre les soins palliatifs et l'euthanasie et le suicide médicalement assisté. L'euthanasie et le suicide médicalement assisté cherchent à provoquer la mort, alors que les soins palliatifs accompagnent la vie, jusqu'au moment où la vie s'arrête. Et ça ne dépend plus de nos volontés humaines. Ceux qui veulent se renseigner plus en détail sur ces questions qui sont importantes, notamment dans nos pays, peuvent lire avec intérêt le livre ici présent, sur l'écran, dont l'auteur est aussi dans la salle. Ce à quoi visent les soins palliatifs, c'est la prise en charge de la souffrance totale. On y trouve bien sûr la douleur, on y trouve les symptômes physiques, mais il y a bien sûr la souffrance psychologique, la souffrance sociale, culturelle, spirituelle, ce qui montre bien que ce n'est pas un travail qu'on peut faire seul. Ce n'est pas parce qu'on est médecin, ce n'est pas parce qu'on est infirmier ou infirmière qu'on peut prendre en charge correctement une personne en fin de vie. C'est un travail d'équipe. Et je n'ai pas résisté à la tentation d'ajouter une diapositive. J'espère, Daniel, que je ne vais pas trop outrepasser mon temps de parole. Mais j'ai lu ce matin dans l'éditorial du numéro de cette semaine de la revue médicale suisse, cette phrase: les soins ne devraient plus être donnés par des individus représentant des corporations, mais par des équipes unies. Et autour de la personne qui est en fin de vie, on a besoin d'une équipe unie qui est à l'écoute des besoins. Alors qu'on a été formaté à écouter plutôt nos préoccupations médicales, les anomalies de laboratoire, la fièvre, que sais-je, alors que ce qui importe, c'est les vrais besoins des malades. Alors bien sûr, quand on parle de soins palliatifs dans une société différente de la nôtre, l'Afrique de l'Ouest en l'occurrence, on sait bien qu'il y a des singularités culturelles au vécu de la douleur. Et notamment, les phrases sont un petit peu longues, mais dans ces sociétés où il y a encore des rites de passage extrêmement présents, extrêmement douloureux, la douleur physique représente un moyen pour entrer dans la société des adultes. Ce qui peut faire penser qu'effectivement, la douleur, au sens physique du terme, n'est pas vécue exactement la même chose que dans nos civilisations. En revanche, l'expérience que j'ai pu faire et qu'on fait en Mauritanie et que partagent tous les gens qui travaillent dans des cultures autres que les nôtres, c'est que la souffrance totale, c'est une expérience universelle. On souffre autant disons en Mauritanie qu'en Suisse, il n'y a pas de différence. Et je rappelle cette phrase, c'est que pour cette raison, on doit se rappeler que la souffrance doit être combattue au nom du respect dû à la dignité humaine et de toute personne humaine. Tous les êtres humains naissent égaux en droit et en dignité
dit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et alors, notre société occidentale, qui est très championne pour donner des grands mots d'ordre, a décidé en 2007 que le soulagement de la douleur était un droit humanitaire essentiel. Ça fait une de ces belles phrases qu'on aime bien dire. On se croirait à un meeting politique. Si on va regarder dans cet atlas de médecine palliative au niveau mondial, on réalise que ce mot d'ordre n'a pas forcément été tout à fait suivi. Alors je suis navré, les cartes ne sont pas très nettes parce que si je les agrandissais plus, ce n'était pas du tout. Mais en fait, on voit le niveau de développement des soins palliatifs dans le monde. Et là où c'est bien développé, c'est là où c'est vert et vert foncé. Puis les autres couleurs, c'est où c'est moins bon. Alors on se rend compte que la région qui nous intéresse ici, elle est dans le rouge, un chiffre rouge, on sait tous ce que ça veut dire. Donc peu ou pas de médecine palliative, alors qu'on trouve l'Ouganda, le Malawi, qui sont relativement bien représentés. J'ai eu l'occasion de parler avec des médecins d'Ouganda, du Malawi, même du Kenya. Leur pratique palliative est pratiquement la même que chez nous. Et puis, autre chose intéressante, c'est la répartition de la morphine, des possibilités d'accès à la morphine dans le monde. Et de nouveau, on voit que les pays verts, et nous on a le privilège d'être dans les pays verts, sont bien dotés, alors que les pays qui nous intéressent alors sont complètement dans le rouge. Mais on voit aussi que la Grande Russie, la Chine, alors sont tout à fait à la traîne à ce niveau-là. Ces grandes nations qui envoient des gens dans l'espace ne savent même pas, non, les questions c'est pour après, ne sont même pas capables de traiter correctement leurs malades. Ce qu'on sait, c'est que, c'est des chiffres, 80% des malades du cancer au niveau mondial n'ont pas d'accès à un soulagement approprié de leur souffrance. Ça fait quand même frémir. Et on voit que 60%, c'est aussi des chiffres, des malades qui meurent chaque année dans les pays à revenus faibles auraient besoin de soins palliatifs, 33 millions de personnes. C'est un défi de santé publique majeur. Des collègues, des amis me disaient quand on est parti en Afrique pour faire des soins palliatifs, mais pourquoi vous allez faire une médecine de luxe là-bas? C'est pas de ça qu'ils ont besoin. Je crois que ces chiffres nous démontrent au contraire que le besoin est tout à fait manifeste. Je vais juste illustrer quelques cas du Burkina Faso, mais on a vu avec le docteur Firon, dont je vais parler tout à l'heure, qui est en Mauritanie, que finalement on a tout à fait le même type de malade. Voilà une situation, vous voyez ici une femme, elle s'appelle Marie, deux de celles que je vais montrer s'appellent Marie, ça c'était pas ça. C'est une femme qui a un sida en fin de course, elle habite une petite masure dans ce qu'on appelle là-bas un quartier non loti, donc un bidonville. Elle a rompu toute relation avec sa famille, elle est devenue insupportable avec tout le monde, ce qui est assez inhabituel en Afrique de l'Ouest, que la famille laisse tomber son proche, c'est quand même curieux. Et la dame qui est ici nous avait demandé de la voir elle-même, souffre aussi du sida, elle est d'ailleurs décédée quelques années après. Vous allez voir cette Marie qui avait des plaintes physiques assez simples. Je n'ai pas eu besoin de faire de la grande médecine pour la soulager assez rapidement. Mais ce qui l'a touchée, c'est que des gens aillent la voir. 1 ou 2 semaines plus tard, elle n'a pas pris du poids, comme vous voyez. Elle s'est même plutôt amaigrie, mais elle sourit. Et elle est morte quelques jours après cette photo. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est la famille qui est venue remercier en disant notre mère, belle-mère, a pu mourir réconciliée avec nous, probablement réconciliée avec elle-même, paisiblement, sans douleur. Et là, ce qui avait été fait du point de vue médical était extrêmement simple et peu coûteux. C'est une histoire tragique d'une femme qui s'appelle Christine. Elle habitait un village perdu en brousse. Vous voyez qu'elle a été amputée d'un sein par un chirurgien qui n'était peut-être pas de première qualité. Il y a à l'évidence une récidive locale du sein, un gros œdème du bras, une atteinte du sein contralatéral. Et on nous en avait parlé, on avait un jeune ami pasteur qui était là en brousse, qui nous a téléphoné en disant une fois, mais cette femme pleure sans arrêt, elle ne peut pas faire quelque chose. Alors, on avait fait tout ce qui n'est pas permis de faire. J'avais ramené dans mes bagages frauduleusement de la morphine retard.
qu'on a pu mettre dans un petit sac, donner au chauffeur du car qui a apporté là-bas. Et cette femme a été soulagée. On n'a pas pu aller la voir, hein, parce que le jour où on est parti pour la voir, on a reçu un téléphone de notre directeur en disant que l'ambassade de France aux États-Unis avait des indices importants pour penser qu'il y avait des rapts de blancs qui étaient prévus dans le coin et qu'on devait tout de suite rentrer en ville. On a pu retourner là-bas quelques mois plus tard, elle était décédée et la mère nous a dit avec beaucoup de reconnaissance, Christine est morte sans pleurer. Une chose touchante sur laquelle je voulais insister, c'est que cette femme avait été renvoyée par son mari. Marie en gardait les enfants parce qu'elle était plus rentable, parce qu'elle coûtait de l'argent. Et la première réaction, c'est quand même de se dire, c'est quand même dégoûtant. Mais j'ai trouvé 2 phrases écrites par des anthropologues français qui travaillent en Afrique de l'Ouest depuis longtemps. La rugosité de la vie érode la pitié envers les démunis. La vie est tellement dure. Il est tellement difficile de savoir si on pourra manger demain, si on pourra faire manger ses enfants, que peut-être on devient un petit peu plus dur. Et la pauvreté est cruelle et conduit aussi les populations à des conduites extrêmes. Je crois qu'il faut se garder de jeter la pierre de ces familles qui renvoient leurs malades, parce que ce n'est pas forcément de gaieté de cœur que c'est fait. Et puis le dernier cas, elle s'appelle de nouveau Marie. Là, vous voyez un petit peu le type d'habitat dans les vieux quartiers de Ouagadougou. On m'avait appelé à son chevet parce qu'elle avait une paraplégie liée à des métastases d'un cancer du sein. L'histoire est intéressante parce que c'est une chrétienne, d'ailleurs, elle montre sa Bible avec fierté, mais elle vit dans une famille musulmane. Il n'y avait que des musulmans que j'allais voir, je devais souvent enjamber les gens parce que c'était l'heure de la prière, mais on avait réussi à faire une bonne alliance, cette famille, cette dame et moi, pour la soigner. Elle a survécu à peu près 2 mois. À son décès, elle n'avait pas d'escar. J'avais appris à la famille à la tourner régulièrement. L'infirmier du coin venait changer la sonde urinaire. Et puis, on avait pu la traiter parce que c'est un peu une exception. C'est une femme instruite qui travaillait dans une grande entreprise et son patron, qui était ghanéen, avec qui j'avais des contacts, faisait venir de la morphine par un de ses copains depuis Accra. Enfin, toujours est-il qu'on a pu traiter cette femme. Mais là, de nouveau, vous voyez, avec des moyens techniques quand même relativement simples et modestes, un peu de compassion, un peu d'engagement, et une femme qui a pu mourir paisiblement. Quand je suis allé présenter ma sympathie à la famille, tous ont pu attester qu'elle était décédée paisiblement. Donc on voit qu'avec des petits moyens, on peut faire des choses qui changent la qualité de vie de quelqu'un qui est atteint d'une maladie incurable. La Mauritanie, on y vient enfin. Hein. Vous voyez ce petit pays qui est coincé entre le Maroc, le Mali avec son immense frontière et puis le Sénégal. Vous avez peut-être remarqué sur une des cas que j'ai montré tout à l'heure que la Mauritanie est marquée en gris sur les cartes. Hein. Apparemment, les gens qui s'occupent de savoir s'il se fait des soins palliatifs ne savent pas trop que CTS et Dr Firon et compagnie sont en Mauritanie. C'est là que Kerdis Sarah et CTO ont décidé d'intervenir en faveur de personnes qui meurent sans soulagement de leur souffrance. Alors, le Dr Firon, qui est le médecin écossais qui travaille là-bas, qui habite là-bas avec sa famille et leurs 2 petits jumeaux, hein, eh bien, il a mis sur pied une équipe mobile de soins palliatifs avec 2 infirmiers, Aïcha et Ndai. Ndai est quelqu'un d'intéressant parce qu'en plus c'est un imam. Hein, donc on a des rapports assez intéressants autour de ce qu'est la vie et la mort hein, avec lui. Dave Firon a réussi à obtenir une bonne collaboration avec le Centre national d'oncologie où il est reçu avec respect et intérêt. Il donne des formations à des professionnels de la santé, on va en parler juste tout à l'heure. Hein. Il fait aussi ce qu'on appelle des plaidoyers auprès des autorités de santé, hein, faire comprendre aux gens les enjeux de la médecine palliative. Il donne quelques cours à la faculté de médecine de Nouakchott, ce qui est assez remarquable pour quelqu'un qui parle quand même un français assez rudimentaire, mais il a une manière de passer les messages qui est très bien accueillie. Il travaille avec une anthropologue française à des travaux de recherche, et puis en même temps, il travaille à sa thèse de doctorat sur une bonne mort en Mauritanie. Donc un homme bien occupé, hein, qui a déjà toute une activité
à Nouakchott et qui essaie maintenant de l'étendre progressivement au reste du pays. Et là où j'ai pu collaborer avec lui, il avait pu faire venir des infirmiers, tous des infirmiers chefs de poste, donc des infirmiers infirmières avec déjà beaucoup d'expérience, venant de coins perdus, là aux confins du Sénégal ou au milieu du pays. Alors voilà le programme de notre semaine. Vous n'avez pas l'occasion de tout lire, mais c'est relativement peu important. Mais il y a 2 points sur lesquels j'aimerais insister. On était assez fiers du module qu'on avait créé autour du traitement de la douleur. Pharmacologiquement, c'était bien fait. On a l'impression que là, c'était un message qui était précis, assez relativement simple à accueillir. Et puis, on était beaucoup plus inquiets autour du module consacré à annoncer des mauvaises nouvelles. Là, les facteurs culturels pouvaient sembler plus délicats. Et après le cours, lors de l'analyse des questionnaires d'évaluation et de satisfaction, il est apparu que tous ces professionnels de santé bien formés estimaient que le cours sur le contrôle de la douleur, ils n'avaient pas bien compris. Alors, on était très fiers, mais c'était une présentation d'un savoir un peu différent de ce qu'ils avaient appris à l'école de santé. Parce que là, en tout cas, ce que j'ai vu, que ce soit en Mauritanie ou au Burkina Faso, tous les médicaments, c'est 2 compris le matin, 2 le soir, on ne discute pas, alors qu'on avait essayé de leur parler de pharmacodynamique et autres, et ça, le message n'était pas passé. En revanche, le thème qu'on pensait le plus délicat semble les avoir touchés, en disant ça va modifier notre travail à partir d'aujourd'hui. On va choisir d'avoir le courage de parler de la mort, de parler de l'abstention thérapeutique. Et pour Dr Dave et moi, ça a été une satisfaction de dire ça, le message qu'on pensait être le plus important, qui nous faisait le plus trembler, c'est celui qui est apparemment le mieux passé. Alors, je voulais juste vous montrer une petite vidéo. On a fait faire quelques jeux de rôle. Alors là, l'idée, c'est une... Oh non, attends. Il faut... Il faudrait aller sur la petite flèche en bas. En fait, une infirmière doit aller trouver l'imam du village pour lui dire « Saint-Père, on aimerait que vous parliez des soins palliatifs lors du prêche de vendredi. » Alors, on ne comprend pas parce qu'ils parlent à moitié français, moitié arabe, mais on voit un petit peu qu'ils se sont livrés au jeu de manière intéressante. Ça montre un petit peu la dynamique de ce qui se passe dans ces cours. Tu peux lancer ? Moi, je confirme ce que l'on vient d'entendre. J'ai eu un même cas à Boutoulout, où je suis chef de poste de santé. Il y avait une fille de 3 ans qui avait un cancer de l'œil très avancé. La famille est allée dans le service d'oncologie, mais n'a pas eu les moyens pour payer. Alors, ils ont préféré retourner au village. Ça faisait 3 mois qu'ils avaient remarqué le problème. 3 mois que j'ignorais ce cas, alors que je suis à côté. C'est devenu grave, avec une grande plaie. Ils sont revenus pour les pansements. Finalement, j'ai demandé les dossiers du patient. Ils me les ont amenés. Quand je les ai vus, j'ai demandé « Mais pourquoi vous n'êtes pas à la capitale ?» Ils m'ont répondu « Ah, on n'a pas les moyens. » Le père de la fille n'est pas avec la famille. Les parents sont probablement divorcés. Peut-être que le père a désespéré avec la situation de la fille et il est parti. La fille montrait des signes de morte. Alors j'ai dit qu'elle doit être évacuée à la capitale. J'ai mis les photos de la fille dans mon ordinateur. Je suis allé chez le chef du village, chez l'imam et les cadres du village. J'ai dit, voilà, j'ai une fille d'ici. La famille n'a pas les moyens pour l'amener à la capitale. Ils ont tout de suite fait une quête et dans la soirée, ils ont regroupé 800 000 ouguiyas.
Malheureusement, à 3 heures du matin, la fille est décédée. Le pire dans cette histoire, c'est le père qui est parti. On se disait que dans ce dialogue, il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes. C'est qu'on voit qu'il y a eu un recours tardif aux soins compétents. Et ça, je crois que tous ceux qui ont été en Afrique, les gens, ils commencent par aller voir le marabout, le guérisseur du coin. Ensuite, ils vont à la pharmacie par terre, donc c'est ce qui se vend dans la rue, des tas de cochonneries qui viennent entre autres du Nigeria, etc. Et puis finalement, ils aboutissent au poste de santé où les infirmiers et infirmières sont extrêmement démunis et se trouvent souvent confrontés à des situations qui sont d'emblée dépassées. Ce qu'ils font, c'est que généralement, ils essaient quand même de référer la personne à un centre plus compétent. Alors, en Mauritanie, c'est vite vu, il n'y a que Nouakchott. Et là, se font des examens dont on peut aisément dire qu'ils sont coûteux, c'est sûr, mais qui sont souvent futiles. Si d'emblée, on avait regardé la situation avec des yeux de type palliatif, on aurait évité à cette famille ces examens. Parce que payer ces examens, ça signifie s'endetter. Il faut vendre une vache, il faut vendre un lopin de terre, il faut ne plus envoyer un enfant à l'école, etc. Mais l'autre chose qui touche, alors on voit aussi le père qui fuit. Mais vous disais tout à l'heure, on ne peut pas trop lui jeter la pierre. Ce n'est pas quelle est sa souffrance et quelle est la honte qui l'a obligé à fuir. Mais là, on trouve cette solidarité dans l'indigence. Là, c'est ce village qui rassemble 8000 Ougouillas, je ne me rappelle plus combien ça fait, mais c'est une somme qui est énorme. Et tout ça aurait probablement pu être évité en termes matériels, mais aussi en termes de souffrance et de sentiment d'échec, si quelqu'un formé en médecine palliative avait eu le courage de voir avec cette famille la situation en face et de leur dire qu'on n'allait pas abandonner cette pauvre fille, mais qu'on allait l'accompagner pour que la plaie ne sente pas trop mauvais. Parce que les plaies qui puent, excusez-moi le terme, c'est affreux. La famille fuit. Moi, j'avais une patiente, on entrait dans la cour et on tombait. Et le jour où elle est partie, parce qu'elle a décidé de partir, que je suis venu, j'ai ouvert la porte, ça ne sentait plus rien, je me suis dit, la patiente ne doit plus être là. Donc, on aurait pu faire des tas de choses pour cette fille. Et ça, malheureusement, était manqué. Donc, il y a de la place pour les soins palliatifs. Et c'est intéressant de voir ce que disent les Africains qui publient dans les grandes revues internationales. Vous dites, mais comment est-ce qu'on pourrait améliorer les soins palliatifs en Afrique? Parce qu'il y a une connaissance insuffisante de ce que sont les soins palliatifs parmi le grand public et les professionnels de la santé. Alors moi, j'ai fait le siège du président de l'Ordre des médecins du Burkina Faso pendant des années, qui me revoyait de 6 semaines en 6 semaines en me disant « oui, on veut peut-être voir ». Il y a une volonté de ne pas savoir pour le moment. Et puis, forcément, il y a une pénurie de spécialistes en médecine palliative, puisque les têtes pensantes, les têtes dirigeantes du monde de la santé estiment que ça n'est pas nécessaire. Et puis, les opioïdes, donc tous les médicaments dérivés de la morphine, ne sont pas accessibles à ceux qui en ont besoin, et ceci aussi pour des questions erronées quant à l'utilisation des opioïdes. Là aussi, je pouvais aller voir régulièrement le chef de ce qu'on appelait là-bas le DGPLM, Direction Générale, la pharmacie, du laboratoire et du médicament. Donc le monsieur du ministère de la Santé par qui tout passe pour l'introduction des médicaments dans le pays, eh bien, il était complètement fermé à cette idée qu'une ouverture à la morphine pour les gens qui en ont besoin puisse être quelque chose de nécessaire. Et alors, ce que proposent les gens sur place, c'est de former des professionnels de la santé, malgré tout, malgré l'incompréhension des têtes pensantes, et puis mettant l'accent sur cette formation main dans la main, que des praticiens de médecine palliative aillent la pratiquer avec eux sur place, parce que cette formation est capitale pour faire la différence dans la vie des malades. De nouveau, ce qu'on veut, c'est que cette vie qui reste, ce surcroît de vie qui reste encore, soit d'une bonne qualité. Mais alors, que font Kirdi Sahara et CTO en Mauritanie? Si vous allez regarder le site, vous voyez qu'ils travaillent dans le domaine de la recherche, ils travaillent dans la formation, ils travaillent dans la pratique, ils travaillent aussi dans la popularisation des soins palliatifs auprès des autorités, donc ils s'inscrivent exactement dans le droit fil de ce que les
spécialistes africains en médecine palliative estiment être le chemin à suivre pour implanter ce type de médecine et de prise en charge en Afrique. Alors ça peut sembler tout petit, tout minuscule, mais finalement il faut commencer petit pour viser grand. Parce que la souffrance doit être combattue au nom du respect dû à la dignité humaine. Je vous remercie pour votre attention.